Les bombes, la fusillade, les victimes, le procès et les questions qui hantent encore le pays. Bienvenue dans la chronique du 22 juillet. En quelques heures, 2 attaques vont ensanglanter le royaume scandinave et plonger toute une nation dans l'horreur. 15h26. Une explosion déchire le centre d'Oslo, soufflant les fenêtres des ministères et transformant le quartier gouvernemental en zone de guerre. Moins de 2 heures plus tard, un homme déguisé en policier débarque sur l'île d'Utøya, à une quarantaine de kilomètres de la capitale. À bord, près de 600 adolescents participent au camp d'été de la Ligue des jeunes travaillistes. Ils ont entre 13 et 22 ans. Ils sont venus pour débattre, pour rire, pour construire l'avenir. 77 personnes ne rentreront pas chez elles. L'homme qui a commis l'impensable s'appelle Anders Behring Breivik, 32 ans, norvégien, extrémiste de droite. Il revendique ses actes, les justifie et transforme son procès en tribune politique. Ce soir, nous revenons sur la journée la plus meurtrière de l'histoire moderne de la Norvège. Qui est Anders Behring Breivik? Né le 13 février 1969 à Oslo, il grandit dans une famille aisée mais divorcée. Il fréquente les quartiers chics de la capitale et mène une vie sans histoire jusqu'au début des années 2000. Mais derrière cette façade banale, un monde intérieur se construit. Breivik passe des heures sur des forums internet d'extrême droite. Il lit les écrits des théoriciens du complot anti-islam. Il se persuade que l'Europe est en train d'être colonisée par les musulmans, avec la complicité des marxistes culturels et des multiculturalistes qui dirigent les gouvernements. Il prétend avoir participé en 2002 à Londres à la refondation des pauvres chevalières du Christ et du Temple de Salomon, une résurrection des Templiers médiévaux. Les enquêteurs ne trouveront jamais aucune preuve de l'existence de ce réseau, mais pour Breivik, c'est réel. Il est un chevalier templier en croisade contre l'islamisation de l'Europe. En 2006, pour économiser de l'argent en vue de son opération, il résilie le bail de son appartement et retourne vivre chez sa mère. Personne ne se doute de rien. Pendant des années, il prépare son martyre. Il lit les manifestes d'autres terroristes, dont celui de Ted Kaczynski, le Unabomber. Il s'entraîne sur des jeux vidéo comme Call of Duty, Modern Warfare 2, qu'il utilise comme simulateur de tir. Il écrit un manifeste de 1500 pages, 2083, une déclaration d'indépendance européenne, qu'il mettra en ligne juste avant de passer à l'acte. Tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Le plan de Breivik est double. D'abord frapper le cœur du pouvoir à Oslo, puis éliminer la relève du parti travailliste sur l'île d'Utøya. Mais pour cela, il lui faut des armes et des explosifs. En mai 2009, il crée une entreprise individuelle baptisée Breivik Geofarm, officiellement pour cultiver des légumes, des melons et des tubercules. La véritable raison est ailleurs. Cette ferme lui permet d'acheter de grandes quantités d'engrais sans éveiller les soupçons. Il loue une ferme à Åmot, dans l'est de la Norvège. Le 4 mai 2011, il achète 6 tonnes d'engrais, dont 3 tonnes de nitrate d'ammonium, un composant clé pour fabriquer des explosifs. Les voisins voient les sacs stockés dans sa grange, mais personne ne trouve ça étrange. Pour les armes à feu, il procède légalement. Il obtient un permis pour un fusil semi-automatique Ruger Mini 14, calibre .223, prétextant vouloir chasser le cerf. Il adhère à un club de tir sportif à Oslo pour justifier l'achat d'un pistolet Glock. Entre novembre 2010 et janvier 2011, il suit 15 séances d'entraînement au club. En janvier, sa demande est approuvée. Il commande également 10 chargeurs de 30 coups pour son fusil depuis les États-Unis. Tout est en ordre, tout est légal. Personne ne voit venir le danger. Les services de renseignement norvégiens l'avaient pourtant repéré. En mars 2011, il note qu'il a acheté des produits chimiques en Pologne, mais la transaction est trop petite pour justifier une enquête. Une occasion manquée qui hantera les enquêteurs. 22 juillet 2011, 15h13. Une caméra de surveillance filme une camionnette Volkswagen Crafter blanche qui s'engage dans Grubbegata, au cœur du quartier gouvernemental d'Oslo. À son bord,
près d'une tonne d'explosifs artisanaux, composés d'engrais mélangés à du fuel, l'équivalent de la bombe utilisée dans les attentats de Bali en 2002. Le conducteur ignore délibérément un panneau sens interdit. Il se gare devant l'entrée principale du bâtiment qui abrite les bureaux du Premier ministre Jens Stoltenberg. À 15h17, il descend du véhicule, vérifie rapidement les alentours et s'éloigne à pied vers une voiture de fuite garée à proximité. Un témoin le trouve suspect et note le numéro d'immatriculation. 15h25. L'explosion déchire le silence. 8 personnes sont tuées sur le coup. Plus de 200 sont blessés, dont une douzaine grièvement. Les vitres des ministères volent en éclats. Le bureau du Premier ministre est dévasté. La fumée s'élève au-dessus de la ville. Oslo est en état de choc. Miraculeusement, Stoltenberg est indemne. Il n'était pas dans son bureau à ce moment-là. Mais le mal est fait. Le cœur politique de la Norvège saigne. La police met en place un périmètre de sécurité. On craint d'autres bombes. Les habitants sont priés de rester chez eux. Mais le pire est encore à venir. Pendant qu'Oslo panse ses plaies, un homme revêtu d'un uniforme de police prend la route vers l'ouest. Il conduit une Fiat Doblo, la voiture de fuite aperçue près du lieu de l'explosion. 16h55. Il arrive à Utøykaya, le débarcadère qui mène à l'île d'Utøya. Là, plus de 600 jeunes participent au camp d'été de la Ligue des jeunes travaillistes, AUF, la branche jeunesse du parti au pouvoir. Certains n'ont que 13 ans. Il se présente au Ferryman comme un policier, venu faire un contrôle de sécurité après l'attentat d'Oslo. Il est armé d'un pistolet et d'un fusil automatique. Personne ne le soupçonne. Le ferry, le MS Thorbjørn, l'emmène sur l'île. 17h18. Breivik débarque à Utøya. Il croise d'abord des jeunes qui prennent des photos. Il leur dit de s'éloigner, que tout va bien. Puis il se dirige vers le bâtiment principal, où la plupart des campeurs sont rassemblés pour discuter de l'attentat d'Oslo. 17h02. Le premier coup de feu est tiré. Ce qui suit est une chasse à l'homme d'1h30. Breivik parcourt l'île méthodiquement, tirant sur tout ce qui bouge. Il appelle parfois les jeunes à s'approcher, comme pour les aider, puis ouvre le feu à bout portant. Certains se jettent à l'eau pour tenter de fuir à la nage. Il leur tire dessus depuis la rive. D'autres se cachent dans les buissons, dans les toilettes, sous les cabanes. La panique est totale. Pendant 72 minutes, Breivik règne en maître sur l'île. 72 minutes d'horreur absolue. Il utilise des balles dom-dom, conçues pour se désintégrer dans le corps et causer un maximum de dégâts internes. Ces chargeurs contiennent 30 coups chacun. Il a tout prévu. Adrian Prakon, un survivant, racontera comment Breivik a épargné un garçon de 10 ans qui lui a dit que son père était déjà mort et qu'il ne voulait pas mourir. Une lueur d'humanité dans l'horreur ou un geste calculé pour mieux savourer son contrôle. Pendant ce temps, les secours peinent à réagir. Les premiers appels à la police sont passés vers 17h25, mais les forces d'intervention mettront près d'1 heure à arriver sur l'île. Les moyens aériens sont indisponibles. La police locale n'a pas de bateau adapté. Quand l'unité d'élite Delta arrive enfin au débarcadère, le bateau qu'on leur fournit est trop petit. Son moteur cale en cours de traversée. Ce n'est qu'à 18h25 que les premiers policiers posent le pied sur Utøya. Breivik les voit arriver. Il jette ses armes, lève les mains en l'air. 2 minutes plus tard, à 18h27, il est arrêté sans opposer de résistance. Il a tué 69 personnes sur l'île. 80% des victimes avaient moins de 18 ans. Le bilan total de la journée, 77 morts, 319 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Le procès de Breivik s'ouvre le 16 avril 2012 à Oslo. Il dure 10 semaines. Le monde entier a les yeux rivés sur cette salle d'audience. Breivik reconnaît les faits, mais plaide non coupable. Il invoque la légitime défense. Il affirme avoir agi pour protéger la Norvège et l'Europe contre l'invasion musulmane et le marxisme culturel. Il n'y avait pas d'autre moyen, déclare-t-il. Je l'aurais refait. Il transforme le procès en tribune politique. Il fait le salut d'extrême droite à son arrivée. Il lit une déclaration préparée
qui reprend les thèses de son manifeste. Les juges doivent l'interrompre à plusieurs reprises. Mais l'enjeu principal du procès n'est pas sa culpabilité, évidente. C'est sa santé mentale. Est-il assez sain d'esprit pour être tenu pour responsable de ses actes? Une première expertise psychiatrique le déclare paranoïaque schizophrène, souffrant de délire mégalomaniaque. S'il est déclaré irresponsable, il sera interné à vie en hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. Une seconde expertise contredit la première. Les experts le jugent sain d'esprit au moment des faits. Le 24 août 2012, le verdict tombe. Breivik est déclaré pénalement responsable. Il est condamné à 21 ans de prison, la peine maximale en Norvège, mais avec une particularité, une peine de détention préventive, qui peut être prolongée indéfiniment tant qu'il est considéré comme dangereux. Breivik reçoit la sentence sans émotion. Ses avocats font appel de la peine, pas du verdict. Ils veulent qu'il soit déclaré irresponsable. La cour d'appel confirme le jugement. Dans les années qui suivent, Breivik devient un fantôme médiatique. Il purge sa peine dans des conditions de haute sécurité. D'abord à la prison de Skien, puis à celle de Ringerike. Il change légalement de nom en 2017 pour devenir Fjotolf Hansen. Il continue de faire parler de lui. En 2016, il attaque l'État norvégien pour traitement inhumain, affirmant que son isolement carcéral viole ses droits. Il gagne en première instance, mais perd en appel. La Cour européenne des droits de l'homme rejette son recours en 2018. En 2022, sa demande de libération conditionnelle est rejetée. Même chose en 2024. Il restera probablement en prison jusqu'à sa mort. Mais au-delà du sort du tueur, c'est toute une nation qui pense ses plaies. Le rapport Gjørv, publié en août 2012, est accablant pour les autorités. Il conclut que la police aurait pu empêcher l'attentat et arrêter Breivik plus tôt sur Utøya. Des mesures de prévention auraient dû être mises en place. Le chef de la police nationale démissionne. La Norvège a réagi avec une dignité qui a forcé le respect. Le Premier ministre Stoltenberg a promis plus de démocratie, plus d'ouverture. Des milliers de Norvégiens ont défilé avec des roses, transformant le deuil en affirmation de leurs valeurs. Le 22 juillet reste gravé dans la mémoire collective, une cicatrice nationale qui ne se refermera jamais complètement. Le rappel que même les sociétés les plus paisibles peuvent être frappées par l'innommable. Et quelque part dans une prison de haute sécurité, un homme attend. Il ne regrette rien. Il recommencerait, dit-il. Le mal absolu, installé au cœur de la Norvège pour le restant de ses jours. 77 victims. 8 à Oslo. 69 sur Utøya. Plus de 300 blessés. Le 22 juillet reste l'attaque la plus meurtrière en Norvège depuis 1945. Anders Behring Breivik, Fjotolf Hansen, purge sa peine à la prison de Ringerike. Sources: CNN, BBC, Britannica, Rapport Gjørv.